Mardi 25 octobre 2022, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette édition. À la une de l'actualité de ce jour, le parti politique AVI a démenti aujourd'hui les allégations qui ont créé des polémiques en fin de semaine. Selon le président de ce parti politique, l'AVI ne change pas de position et soutient toujours le pouvoir actuel. De plus, le parti AVI a 2 ministres au sein du gouvernement. Selon son président aujourd'hui, dans sa déclaration, donc il n'y a aucune raison de prendre ses distances. Ce sont les anciens dirigeants qui ont été concernés par sa déclaration à Vagaïdjan et non les dirigeants actuels. Natera Koutoumaf et Anzar Razonarfil. Ce sont les anciens dirigeants qui ont été concernés par la déclaration du parti politique AVI à Vagaïdjan en fin de semaine et non les dirigeants actuels, affirme le président du parti politique aujourd'hui face aux polémiques qui se sont propagées dans la presse et sur les réseaux sociaux en fin de semaine. Le parti politique AVI reste au sein de la plateforme Isikare Chamarakamni Anjradzueln ou IRD et ne change pas de son idéologie qui est de soutenir le président Anjradzueln, souligne Norbert Laratiraounan, président du parti AVI aujourd'hui. Il a souligné que ce sont les actions des anciens dirigeants qui n'est pas conforme à l'idéologie du parti, raison pour laquelle le parti politique a pris ses distances. Je parlais du passé et non du présent, martèle le président du parti politique AVI. Il a également souligné que cela fait 15 ans que l'alliance entre l'AVI et le président Anjradzueln dure et il n'y a jamais eu d'alliance qui a duré aussi longtemps dans le pays, affirme-t-il. De plus, ce parti politique a 2 ministres au sein du gouvernement. Ces derniers poursuivent leur activité de développement, donc ils soutiennent l'État actuel et n'ont aucune raison de s'en exclure. Le parti politique AVI a assisté à la réunion politique de l'IRD aujourd'hui dans son QG. Ensuite, l'Organisation des Nations Unies réitère ses engagements dans l'atteinte des objectifs de développement. Une déclaration faite durant la célébration de Journée des Nations Unies hier à Boudfoun. Selon la coordinatrice résidente des Nations Unies par intérim dans son discours, les Nations Unies accompagnent tous les États pour promouvoir la paix, réduire les inégalités et lutter contre la pauvreté. Dans la foulée, des concours ont été organisés par les agences onusienne pour les jeunes dont la remise des prix a été effectuée dans le cadre de la célébration d'hier. Natera Koutoumaf et Nzara Ranjiantsu. Cette année 2022 marque le 77e anniversaire des Nations Unies. Hier a été la célébration officielle durant laquelle les jeunes ont été mis en avant à travers des concours initiés par les agences des Nations Unies. Durant la célébration, hier également, la coordinatrice résidente des Nations Unies à Madagascar par intérim a réitéré le partenariat et les engagements de l'ONU pour Madagascar, entre autres à travers la lutte contre le changement climatique et l'atteinte des objectifs de développement durable. Madagascar, de son côté, a déclaré la reconnaissance de ses engagements et souligne que la coopération se poursuit dans divers domaines. Le but des 2 parties reste également les mêmes à travers les ODD. La célébration du 77e anniversaire de l'ONU s'étale sur 3 semaines et s'achèvera le 27 octobre prochain. Et puis, la relation diplomatique entre la Chine et Madagascar fête son 50e anniversaire cette année. Les 2 pays qui se soutiennent pleinement pour le développement de Madagascar. La réhabilitation de la RN5A reliant Ambilbé et Vohemar, un projet qui a été réalisé par le gouvernement malgache et la République populaire de Chine en est la preuve. Par ailleurs, les échanges commerciaux continuent de se développer, la Chine se classant au premier rang des pays vers lesquels Madagascar importe le plus. Cela a été mis en évidence lors du colloque qui s'est tenu ce jour à Anous. Les détails avec Say Sylvain, Jutikael Rajianirin et Sechanjianab. La relation diplomatique entre Madagascar et la Chine a débuté le 6 novembre 1972. Les 2 pays sont éloignés de 4000 km, mais ils disposent d'un lien fort, se font confiance et s'entraident au cours des 50 dernières années. La Chine, qui est le premier pays partenaire commercial de Madagascar, est également connue pour détenir jusqu'à 18% du marché extérieur de Madagascar. Par exemple, en 2020, les échanges commerciaux entre les Chinois et les Malagasy ont atteint jusqu'à 930 millions de dollars. Par ailleurs, la République populaire de Chine finance également les travaux de développement de Madagascar, notamment la réhabilitation de la RN5A qui relie Ambilbé et Vohemar et la route des œufs dans la commune de Maït selon les explications. Et dans l'avenir, je crois que la coopération sino-malagasy a des perspectives très larges. Par exemple, cette année,
pour marquer le 50e anniversaire, on a déjà des fruits concrets, par exemple l'inauguration de la RN5A, qui est une fruit de coopération sino-malagaise. Et aussi, on a fini les travaux pour les routes des œufs. Et aussi, ça commence bientôt pour la centrale hydraulique de Hamo Mafana. Et aussi, je cite encore dans le domaine agriculture, on a la coopération de riz hybride qu'on est en train de négocier pour un plan concret. Oui, et aussi on a la coopération technique de Juncao, qui est une plante qui peut pousser à la fois des champignons, qui peut élever les vaches, les bœufs, etc. Le partenariat entre les deux pays repose entièrement sur la transparence et la confiance mutuelle, selon toujours les explications. Un partenariat qui ne cesse de se développer. De ce fait, Madagascar et Chine espèrent que cette relation se renforcera pour les 50 ans à venir. L'ambassade des États-Unis à Madagascar adhère au concept du Danamar Ufenjipa-Lehman par le biais de l'Institut d'analyse de la défense des États-Unis, selon le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie nationale ce jour, à l'issue de sa rencontre avec les représentants du département d'État des États-Unis et de l'Institut d'analyse de la défense des États-Unis. Cette rencontre se tient justement avant un atelier de consultation de 2 jours sur la professionnalisation des forces de sécurité et sur les préjudices subis par les civils, ainsi que sur la réforme de la justice militaire. Les objectifs de la réunion étaient de soutenir les stratégies visant à minimiser les dommages aux civils et d'accompagner les réformes de la justice militaire à Madagascar. Le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale a souligné qu'aucun développement n'est possible sans la défense et la sécurité, raison pour laquelle cet atelier est d'une importance capitale. Mais cela marque aussi le lien fort qui unit Madagascar et les États-Unis. Page économique, le secteur minier à Madagascar sera amélioré selon le ministre de tutelle. Chaque municipalité devrait bénéficier de ristournes émanant de l'exploitation minière afin que le développement puisse impacter les populations locales. Le week-end dernier, le ministre des Mines et des Ressources stratégiques a visité les régions de Diana et Sava, Ruth-Christelle Rakoutumalal. Le secteur minier est en train d'évoluer à Madagascar. Les régions de Diana et de Sava sont les 2 régions les plus importantes en termes d'exploitation minière, surtout aurifère, car Andavaquer est l'un des principaux gisements d'or de Madagascar. L'objectif du ministère des Mines et des Ressources stratégiques, selon le ministre Rakoutumalala Irjen Olivier, est de pouvoir reformer toutes les chaînes de valeur de la filière or en partant de la formalisation des exploitants et des collecteurs, en passant par la perspective de la réouverture de l'exportation de l'or, ainsi que le rapatriement des devises jusqu'à la cession du marché interbancaire de devises. Le ministre des Mines et des Ressources stratégiques a terminé sa visite par une séance d'échange avec les opérateurs miniers et les bijoutiers. Il a également visité le BAM d'Ambiloubé. Il n'a pas manqué d'inciter les gens à lutter contre les feux de forêt et les feux de brousse. Concernant la préparation de l'élection, la plupart des bureaux de Fouquetin de la capitale sont actuellement ouverts 7 jours sur 7 afin de mettre à jour la liste électorale. De nombreuses personnes se sont déjà inscrites parce qu'elles estiment que c'est leur droit et leur devoir de voter. Par contre, il y a ceux qui refusent délibérément d'ouvrir la porte aux recenseurs, déplore le chef Fouquetin d'Incasne ce jour, toujours avec Ruth Christelle Rakoutumalal et Yves Chanel. La plupart des gens s'inscrivent activement dans le cadre de la refonte de la liste électorale depuis le 1er octobre jusqu'à aujourd'hui. Ils estiment que c'est un devoir de voter car c'est le seul moyen de pouvoir améliorer l'avenir. Pour le Fouquetin d'Amboudiat-Mboumanarn, plus de 5000 parmi les 8000 personnes majeures se sont inscrites au cours de ces 24 derniers jours. 3 démarches sont effectuées par le chef Fouquetin et ses équipes, notamment une première descente dans les foyers, l'annonce de leur retour pour l'inscription. Ceux qui n'ont pas de carnet ne peuvent pas être inscrits dans la liste électorale. Le Fouquetin d'Amboudiat est ouvert les samedis et dimanches de 8h à 13h jusqu'à la fin des inscriptions.
Il en est de même pour le Fuktan Tankasen, car la plupart des électeurs ne sont pas présents lors des visites des recenseurs. Jusqu'à présent, plus de 200 électeurs ont été enregistrés. Par ailleurs, dans ce Fuktan, selon le chef, la plupart des habitants refusent de recevoir les agents. Rappelons que la date limite d'inscription à la liste électorale est le 31 décembre. Elle sera ensuite envoyée auprès de la CENI et il y aura une deuxième vérification avant que la liste électorale ne soit complètement clôturée. 13 500 000 électeurs sont prévus pour figurer dans cette nouvelle liste. La mise à jour de la liste électorale se poursuit toujours selon le reportage qu'on vient de voir. Ainsi, la CENI a également confirmé que cette mise à jour sera achevée à temps, c'est-à-dire avant la fin du mois de décembre. Les équipements nécessaires pour l'accomplissement de ce travail sont complets et des agents recenseurs de la CENI ainsi que les tablettes sont déjà mises en place dans chaque Fuktan actuellement. Fanjessena Mireille et Sechanji Anab. Le remplissage des fiches qui contiennent le profil de chaque électeur est le principal travail des agents recenseurs auprès de la CENI pour la mise à jour de la liste électorale. Les tablettes seront également utilisées pour remplir cette fiche selon les explications de la CENI. Ainsi, les agents recenseurs ne sont pas dans l'obligation de porter une tablette durant les enquêtes. De plus, des planifications de travail existent déjà au niveau de chaque Fuktan et chaque district. Tout le travail se déroule normalement jusqu'à présent, souligne Swavanji Amartavk, rapporteur général de la CENI, et les gens reçoivent bien les agents recenseurs qui viennent chez eux. Par ailleurs, la CENI apporte également des améliorations dans l'accomplissement de ces travaux, selon toujours les explications. La CENI vise la transparence dans le travail de la mise à jour de la liste électorale. C'est pourquoi ce comité fait appel aux politiciens à venir auprès de leur centre à l'Arbi vendredi prochain. Dans un tout autre sujet, les incendies de forêt et les feux de brousse empirent par rapport à la situation durant ces dernières années, selon l'Association des journalistes en environnement ou AJE. Elle a organisé ce jour une conférence de presse afin d'alerter les autorités face à cette situation et inciter également les citoyens à promouvoir une culture environnementale dans le but de préserver nos richesses pour les générations futures. Radraman Nzatouf et Anzara Ratonarfelu. 100 000 hectares de forêt partent en fumée chaque année à Madagascar, selon l'AJE. Les superficies des terrains calcinés ont atteint les 510 000 hectares en 2017, selon les statistiques publiées par Global Forest Watch ou GFW. On constate que les incendies des forêts et les feux de brousse s'intensifient depuis la fin du mois de septembre de cette année. L'AJE a ainsi alerté sur l'extinction des espèces endémiques de Madagascar si des mesures plus efficaces ne sont pas prises. Face à cela, les membres de l'AJE exhortent tous les acteurs, notamment les autorités étatiques, les acteurs œuvrant dans le domaine de l'environnement, les partenaires techniques et financiers, les communautés de base ainsi que tous les Malagasy, sans exception à préserver notre environnement. L'AJE, présidée par Nzakanji Tefiarnes, compte actuellement une trentaine de membres et participera à l'événement Semaine de l'éducation aux médias et à l'information du 3 au 5 novembre. Dans le domaine de la santé, environ 120 centres de santé de base et hôpitaux dans la région Analandrouf ont reçu un don d'équipements médicaux et de matériel de santé d'une valeur de 2,4 milliards d'ariars de la part du gouvernement américain. Ces équipements répondent aux besoins de santé de la population de cette région, a souligné le ministre de la Santé publique. Les détails avec Anduniana Martina et Barnier Nadelisson. 115 centres de santé de base et 4 hôpitaux dans la région Analandrouf ont reçu des équipements médicaux. La donation comprend plusieurs centaines de lits et de matelas, de lits d'accouchement, de kits de réanimation néonatale et de brassards tensiomètres. La population d'Analandsrouf a attendu cela depuis bien longtemps, déclare la députée élue dans cette région, Bav Michel Angelica. Ces équipements médicaux d'une valeur de 575 000 $ sont le fruit de la collaboration entre le gouvernement malgache et le gouvernement américain, souligne Anjra Zarson, représentant de l'USAID à Madagascar. Ce don permet d'améliorer le service auprès des centres de santé pour que le pays dispose d'un système de santé plus autonome, surtout au profit des femmes et des enfants.
Par ailleurs, le ministre de la Santé publique a déclaré que cette initiative contribue, entre autres, à réaliser le défi du ministère de réduire le taux de mortalité des mères à l'accouchement. Grâce toujours au partenariat des deux pays, les agents de la santé de la région Anna-Landshut ont bénéficié de 140 vélos tout-terrain d'une valeur de 15 000 $. 6 700 bicyclettes seront distribuées à l'échelle nationale. Ces équipements médicaux ont été remis officiellement à Anna-Landshut en fin de semaine. En éducation, l'examen final pour le Centre national de téléenseignement de Madagascar, ou CNTMAD, a débuté hier 24 octobre et se terminera le vendredi 28 octobre. L'examen est sous le parrainage du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les centres d'examen dans toute l'île sont au nombre de 53. En général, l'examen durant ces 2 jours s'est déroulé dans le calme selon le rapport reçu par les responsables. Il y a eu également une surveillance dans les centres d'examen d'Antananarivo. Place maintenant aux actualités internationales. Rishi Sunak va officiellement devenir Premier ministre britannique mardi matin lorsqu'il rencontrera le roi Charles III au palais de Buckingham. Il prononcera dans la foulée un discours devant le 10 Downing Street où il succédera à Liz Truss, éphémère Premier ministre du Royaume-Uni. France 24. Le même discours qu'il y a 3 mois et qui a encore plus d'impact après la démission de Liz Truss. Il est clair que nous sommes dans une situation de défi économique très important. Nous avons besoin désormais de stabilité et d'unité, et ma plus grande priorité sera que notre parti et notre pays se rassemblent. La mission principale du nouveau Premier ministre, redresser l'économie britannique. Oublier les réductions d'impôts en faveur des riches proposées par sa prédécesseur et qui aura provoqué la démission de Liz Truss. Rishi Sunak devrait au contraire annoncer une hausse d'impôts et une réduction drastique des dépenses publiques. Car la dette du Royaume-Uni est colossale. À 98%, elle pèse quasiment aussi lourd que son PIB. Et il n'y a pas que la dette, il y a aussi l'inflation à 10%, au plus haut depuis 40 ans dans le pays. Le pouvoir d'achat des ménages est en chute libre, ce qui se ressent dans leur consommation, moins 1,4% en septembre. La livre est quant à elle au plus bas et les taux d'intérêt s'envolent. Sans oublier la contraction de l'économie britannique, annoncée pour 2023 par le Fonds monétaire international. Sur le plan politique, là aussi, le défi est de taille, car Boris Johnson et Liz Truss auront laissé derrière eux un parti conservateur, certes majoritaire au Parlement, mais fracturé. Qu'il s'agisse de la question du Brexit, de l'immigration ou encore des mesures économiques à prendre, les avis divergent chez les Tories. Comme annoncé dans son discours, Rishi Sunak devra parvenir à rassembler ses alliés et retrouver la confiance du peuple britannique. En France, les députés français ont sans surprise rejeté lundi les 3 motions de censure déposées par la NUPES et par le Rassemblement national sur le budget de l'État et de la sécurité sociale. Les volets recettes du projet de la loi de finances 2023 et du financement de la sécurité sociale ont de fait été adoptés en première lecture, toujours avec France 24. C'est une annonce qui a surpris tout le monde dans l'hémicycle. Parce que seul l'intérêt national guide ses paroles et ses actes, le groupe que j'ai l'honneur de présider votera également la motion de censure présentée en des termes acceptables de l'autre côté de l'hémicycle. Marine Le Pen et ses collègues soutiennent la motion de censure déposée par la NUPES, l'Alliance des gauches, contre le gouvernement. Pourtant, quelques jours plus tôt, la présidente du groupe d'extrême droite avait écarté cette hypothèse. Les 89 députés RN devaient uniquement voter celle de leur propre groupe. Mais alors, pourquoi Marine Le Pen a-t-elle finalement décidé de ce revirement ? Une partie de la réponse peut se lire sur le visage gêné du président du groupe Les Républicains, Olivier Marleix. La droite se retrouve toute seule à ne pas voter la motion et est donc accusée de soutenir le gouvernement. Les Français peut-être ne mesurent pas exactement ce que seraient les conséquences de l'adoption d'une motion de censure. Ça signifierait juste de faire tomber le gouvernement qui s'appelle aujourd'hui Borne 2 pour le remplacer par un gouvernement Borne 3. Autre regard gêné, cette fois du côté de la NUPES, qui se retrouve à son corps défendant, allié avec l'extrême droite sur sa propre motion de censure.
Le projet du Front National, c'est la fracture, c'est l'exclusion. Nous n'avons rien en commun avec ce projet. Nous, on n'a absolument aucune possibilité d'interdire à qui que ce soit de voter. Mais si eux votent nos textes, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? Ce lundi, 3 motions de censure ont été rejetées par l'Assemblée nationale. Le gouvernement reste donc en place. Marine Le Pen, elle, tente toujours un peu plus de se présenter comme son opposante numéro 1. Et enfin, les manifestations ont commencé mardi au Soudan pour marquer le premier anniversaire du putsch et réclamer un gouvernement civil à même de sortir le pays de l'ornière malgré la coupure de la connexion Internet. France 24. Ces Soudanais se préparent depuis plusieurs jours. Ils dénoncent le coup d'État d'Abdel Fattah al-Burhan, intervenu il y a un an. Depuis cet événement, les pro-démocraties bravent chaque semaine la répression. Dimanche dernier, un manifestant a été tué par une balle des forces de sécurité soudanaises. On manifeste pour dire une chose, on ne veut pas de compromis politique, on ne veut pas de partenariat avec l'armée, pas de négociation et pas de solution politique. On n'est pas là pour discuter du putsch, on veut le renverser et pour ça on est prêt à payer le prix, même de notre vie. Le 25 octobre 2021, le chef de l'armée, le général al-Burhan, faisait arrêter les dirigeants civils avec lesquels il avait accepté de partager le pouvoir 2 ans auparavant. Depuis, 118 personnes ont été tuées dans les manifestations. Dans le même temps, le pays connaît une crise économique et sociale sans précédent. Le prix du panier alimentaire a augmenté de 137% en un an. Plus d'un tiers des Soudanais souffrent de la faim. Le peuple soudanais meurt de faim, donc il n'accepte rien de tout ça. On sera là le 25 octobre, on sera là le 30 octobre. Tout le monde va manifester dans toutes les villes. Le régime du boucher al-Burhan va tomber, c'est sûr. Un an après le coup d'État militaire au Soudan, de nombreuses incertitudes demeurent. Aucun observateur n'imagine possible la tenue des prochaines élections, promises à l'été 2023. Mesdames et messieurs, fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Excellente soirée en notre compagnie.